Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève et je suis accompagnée, comme à l'habitude, de Julie, ma belle co-animatrice. Bonjour Geneviève. Salut Julie. Aujourd'hui, Julie, on parle d'un sujet très intéressant, tabou, mais très intéressant, la sexualité. On parle de la sexualité, surtout lorsqu'on a eu un cancer du sein. En fait, je peux-tu appeler ça dommages collatéraux? Ben oui, il y en a toujours, hein, fait que oui, ça fait partie de soi, tout le côté suite à la médication, ce que ça peut engendrer. On reçoit la magnifique Geneviève Côté, qui est psychothérapeute et sexologue. Elle va nous parler, en fait, de tout ce qui... mais en fait, des trucs, hein? Des trucs pour un peu, démystifier la sexualité et des trucs pour... quelqu'un qui aurait subi, en fait, une mastectomie, peut-être pour repartir la machine, on peut-tu dire? Ben oui, nous faire découvrir des nouvelles choses aussi. Hein. On a appris, nous, derrière tout ça, fait qu'on va vous le laisser regarder pour apprendre à votre tour. Oui, écoute, je suis tellement emballée que j'en parlerai encore pendant longtemps. Le podcast est présenté par Simplement Moi, une boutique spécialisée de produits post-mastectomie, la mienne, et oui, située à Laval, à Fabreville. À la boutique, vous pouvez trouver les soutiens-gorge post-mastectomie, les soutiens-gorge adaptés. Vous pouvez retrouver les foulards de chimiothérapie, les maillots de bain adaptés, les prothèses mammaires externes, les soutiens-gorge de compression. Enfin, bref, tout produit nécessaire suite à une chirurgie mammaire, une mastectomie, qu'elle soit complète ou partielle. J'ai tout pour aller chercher le côté positif suite à la chirurgie. Simplement, moi, c'est aussi un service à domicile, en fait, que j'offre pour les femmes qui n'auraient soit pas de voiture ou j'ai plusieurs clientes en CHSLD aussi. J'ai des clientes qui sont en chimiothérapie, hein, c'est difficile de sortir ou on ne veut pas nécessairement sortir, s'exposer. Donc, j'offre le service à domicile pour ces clientes-là pour vous référer aux régions que je desserre. Vous pouvez vous référer à mon site web, oui, au www.simplementmoi.com. Et en fait, j'offre également la boutique en ligne sur mon site web, oui, effectivement. Et pour ceux qui écoutent le podcast, vous êtes chanceuse parce que j'offre un petit plus. Qu'est-ce qu'on offre, Julie, avec le podcast? Bien, en fait, on offre 15 % de rabais, Geneviève, sur la boutique en ligne. Donc, il faut utiliser le code promotionnel suivant, le mot SEIN, SEIN, 15 pour 15 % de rabais sur la boutique simplementmoi.com. Et voilà, donc pour tous les produits, un 15 % de rabais quand vous mettez ce code-là. Alors, bien, nous, on part ça avec impatience. On vous attend. Bon podcast. Bonjour les filles! Allô! Bonjour Julie, bonjour Geneviève. D'entrée de jeu, je t'ai présenté. Aujourd'hui, on parle de sexualité. On parle d'un sujet qui touche à peu près tout le monde. Plus particulièrement, nous, aujourd'hui, on va aborder le côté par rapport à une femme qui a eu un cancer du sein, tout ce qui en découle. Donc, Geneviève Côté, psychothérapeute, sexologue. En fait, tu as quand même un bon background. Écoute, pour pas s'éterniser, parce qu'on veut vraiment parler du sujet et avoir tout notre temps. Geneviève, peux-tu nous parler de ton parcours, ton cheminement, en fait, ton background, là, en fait, au niveau de la psychothérapie puis de au niveau sexologie? Oui, hein, oui, exactement. Bien, j'étais très contente d'être là. Je veux commencer par ça. Merci nous beaucoup. aussi, on est vraiment... Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu vas aider beaucoup de gens aujourd'hui. C'est important. La sexualité, hein, c'est souvent vu comme quelque chose d'un peu secondaire. La cerise sur le sundae, mais dans le fond, c'est le bol qui tient la crème glacée souvent. Fait que c'est important qu'on en parle. C'est plus important. Un peu démystifier le côté tabou. Hein? Le côté tabou de la sexualité, ça ne devrait pas, mais je pense qu'en ayant certains mots, je pense qu'on va être capable de mettre ça plus convivial. Je suis contente d'être là pour ça. Donc, mon parcours, en fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en sexologie et j'ai fait une maîtrise clinique. Donc, dans le fond, c'est la maîtrise clinique qui nous permet d'avoir le permis de psychothérapeute
et de faire de la psychothérapie. Quand j'étais au bac, il y a toujours des stages. On a fait des stages pendant 1 an. C'était un stage qu'on faisait là, de la relation d'aide, qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans la relation d'aide, on est plus dans l'ici, maintenant. On est dans du soutien, dans de l'accompagnement. Vous en faites. Oui, en fait, c'est du day-to-day. Ouais, en fait, c'est que la problématique est là. Il faut gérer une problématique. C'est vraiment un soutien. Tandis que de la psychothérapie, là, on va vraiment plus à profondeur. Je pourrais vous en parler un petit peu plus. C'est vraiment un traitement. Donc, quand j'étais au bac, j'ai fait un stage en relation d'aide avec les survivantes du cancer. Donc, j'avais pas juste des clientes qui avaient eu un cancer du sein ou qui avaient un cancer du sein, mais j'avais aussi des hommes cancer de la prostate, cancer du côlon, donc tout ça. Et je les accompagnais, moi, dans leurs difficultés intimes et sexuelles qui étaient reliées à leur cancer. Dans ce stage-là aussi, je devais créer un programme au niveau de la sexualité. Donc, vraiment, j'ai créé des rencontres. Ça a été beaucoup de recherches. On essaie de baser nos interventions, nos objectifs, tout ça sur la littérature scientifique. Donc, avec tout ce bagage-là, cette information-là, j'ai pu accompagner des survivantes du cancer. J'ai tripé, vraiment. J'ai trouvé que c'était une clientèle extraordinaire. Ils veulent vivre, ils veulent juste vivre et être bien. Ben oui, donc ils vraiment... recherchent souvent quelque chose qu'ils ont soit perdu ou ils recherchent le côté plaisir. Ils ne savent pas nécessairement comment. Puis la sexualité, on parle beaucoup de couple, mais ça peut être individuel aussi. Ben oui, on s'entend que la sexualité... les gens ont une idée préconçue que c'est dans une boîte, mais c'est tellement vaste et tout ça. Puis on peut, même si on est seul, même si on est célibataire, on peut avoir une super belle sexualité épanouie. Oui. Fait que moi, je travaillais tout ça avec ces gens-là. J'ai travaillé, dans le fond, pour le CIS de Laval. Là, les survivantes venaient du Centre intégré de cancérologie de Laval. Et après ça, j'ai été engagée. Okay. Donc, je salue Carl, je salue Mélissa. Ils m'ont fait bien confiance tout au long de mon cheminement. Je les remercie. J'ai été engagée et là, j'ai travaillé à Info Social. Donc là, c'était plus de l'intervention téléphonique. Là, j'étais moins avec cette clientèle-là, mais là, c'était plus généraliste, je dirais. On a des appels de toutes sortes, mais ça reste quand même de l'intervention et tout ça. J'étais encore dans la relation d'aide. J'ai fait ma maîtrise clinique et là, après ma maîtrise clinique, j'ai eu mon permis de psychothérapeute. Donc, j'ai pu faire de la sexothérapie, de la psychothérapie. Donc, j'en ai fait un peu au CLSC à Laval, justement. Puis après quelques mois, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et j'ai ouvert ton bureau. Oui. J'ai ouvert mon bureau pour ma pratique privée qui est dans Huntsic et ça se passe super bien. J'adore ça. Je suis contente de mon choix. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Évidemment, on est tenu, je fais partie d'un ordre. Donc, je suis tenue à des formations. Donc, c'est l'ordre des psychothérapeutes? C'est l'ordre, ça s'appelle l'ordre des sexologues du Québec. Ah, OK. Parce qu'il y a plusieurs ordres. Oui, exactement. OK. Fait que c'est l'ordre des sexologues du Québec, mais j'ai un permis de psychothérapeute. Donc, c'est sûr, je suis tenue aussi à respecter certaines demandes, nos attentes par rapport à l'ordre des psychologues aussi du Québec. Okay. Donc, voilà. Puis, je me forme toujours. T'sais, on n'a pas le choix. Une formation continue. On a toujours des choses à apprendre, puis il faut se tenir à jour. Oui, donc, parce que la clientèle change, les besoins changent aussi. Oui. Je veux dire, la sexualité évolue aussi. Quand on s'est vu la première fois, on parlait d'identité de genre, on parlait de des choses qui ont évolué avec le temps. Donc, ça va vite quand même. Ça change vite. Oui, il faut se tenir à jour. Pour nous aider à comprendre, Geneviève, peux-tu nous démystifier en fait la différence entre la psychothérapie que tu nous parles et la sexothérapie? Parce que pour certains, c'est peut-être pas évident de comprendre. Ils mettent dans le même boîte. Oui, mais ça se ressemble, par exemple. Okay. En sexothérapie, on fait de la psychothérapie. Dans le fond, la psychothérapie, c'est quoi? Tantôt, j'ai parlé de relation d'aide, donc c'est plus par rapport à ça que c'est quand même différent. C'est vraiment un traitement. C'est un traitement psychologique qu'on va faire qui vise à provoquer des changements dans la personnalité de la personne. Donc, des changements d'attitude, de comportement, de manière de penser, de manière d'agir pour lui permettre de mieux se sentir, d'être plus en contrôle, de trouver des réponses à ses questions, de faire des choix aussi, des meilleurs choix, de briser des patrons, exemple. Donc, on va vraiment... La psychothérapie, c'est vraiment un traitement. On va vraiment en profondeur. La sexothérapie, bien, on fait de la psychothérapie dans la sexothérapie. Un va pas sans l'autre un peu. Non, exactement. Okay. C'est juste que la sexothérapie, c'est vraiment... Ça va mettre l'accent sur la recherche d'une solution à une difficulté sexuelle
ou relationnel intime qui est responsable d'un désordre ou d'une souffrance. Donc, elle a vraiment pour but, la sexothérapie, de favoriser le développement d'une sexualité en santé, saine, épanouie, plus satisfaisante. Oui, parce qu'on parle de santé sexuelle aujourd'hui. Exactement. Vraiment. Exactement. Donc, c'est ça, la sexothérapie, c'est juste vraiment plus spécialisé. Puis, dans le cas, je sais qu'au niveau des consultations, tu peux en faire autant individuel qu'en couple, mais dans le cas où, mettons qu'on parle d'une femme qui a eu un cancer du sein, est-ce que tu commencerais par une consultation individuelle pour voir par rapport à ses besoins à elle et tu continuerais en couple ou tu irais selon... Parce que des fois, la problématique au niveau de la sexualité, ce que je peux voir des fois, découle d'un problème avec l'estime de soi. Ça, c'est souvent, qui peut amener à une problématique au niveau des relations sexuelles. Est-ce que dans ce cas-là, tu commencerais par une consultation individuelle et s'il y a lieu, on s'en va vers le couple? Bien, c'est une bonne question. Par contre, ça va vraiment dépendre de la personne. Il n'y a pas une chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment le vécu de chacun est très authentique, il est très différent. Donc, c'est sûr que, exemple, si je commence avec quelqu'un en individuel, je vais plutôt avoir tendance à référer si finalement on se rend compte que la personne veut continuer en couple. Au niveau déontologique, je ne peux pas passer de l'individuel au couple, c'est pas très... Non, c'est ça. Donc, là, exemple, je pourrais référer à des collègues en couple. Ça dépend vraiment des besoins de la personne. Des fois, ils vont vraiment avoir l'impression que c'est vraiment au niveau du système. Parce que c'est ça la différence entre un suivi individuel et un suivi de couple. Okay. Un suivi de couple, c'est selon l'approche interactionnelle systémique. Quand on fait notre maîtrise, il faut qu'on se spécialise dans 2 approches. Il y en a 4. Okay. Donc, moi, je me suis spécialisée dans la thérapie de couple, donc l'approche interactionnelle systémique et aussi l'approche cognitivo-comportementale, que ça, j'utilise plus ça en individuel. J'en utilise aussi un peu avec mes couples. Là, on pige, c'est intégratif. On est créatif. C'est ça, exactement. Mais l'approche interactionnelle systémique, c'est vraiment, dans le fond... l'idée que les problèmes personnels vont surgir puis vont se maintenir en raison de l'interaction que les gens ont avec leur environnement, donc souvent avec l'autre personne avec qui ils sont. Fait qu'on va travailler vraiment le système. Exemple, on va travailler la dynamique. Oui, je vais passer d'une personne à l'autre, je vais questionner les besoins, les vulnérabilités, les réactions automatiques. Qu'est-ce que ça crée quand toi, ta vulnérabilité est activée chez l'autre? Ah, tiens donc, l'autre, il y a cette vulnérabilité-là qui est activée, puis là, il tombe dans sa réaction automatique. Tu sais, on travaille beaucoup, on monte le système. C'est comme si on monte l'ensemble. Fait que des fois, les gens, c'est plus ça qu'ils ont besoin. Mais si, exemple, une femme qui est atteinte du cancer du sein ou qui est atteinte, puis qu'elle sent que je vois que mon partenaire, il est supportant, il est là. Puis moi, je me sens pas bien. J'ai des flashs, exemple, parce que le cancer, c'est un trauma. Là. La majorité des gens qui ont eu le cancer, ils ont eu peur de mourir. Fait que c'est un trauma. C'est la première chose qu'ils vont penser. Bien, souvent, le mot cancer vient avec mortalité, en fait. Ou souvent, possibilité de plus voir la vie de la même façon, ou etc. Fait que je dirais que si c'est ça qui prend beaucoup de place. Hein. Souvent, on va avoir un sentiment de ce que j'ai vu dans ma pratique puis de ce que j'ai lu aussi dans la littérature scientifique, l'espèce de sentiment de flou. Tu sais, je me sens comme au-dessus un peu. C'est comme je me sens plus toute là. Je me sens comme dans un rêve. J'ai de la difficulté de concentration. Tout ça, c'est des symptômes un peu qui peut être de stress aigu ou de stress post-traumatique. Là, je ne vais pas rentrer dans les critères du DSM, mais fait que là, peut-être que tu commenceras à travailler ça en premier. Plus, oui, exactement. Peut-être après aller, parce que ça se peut, j'imagine qu'après quelques consultations individuelles, ta patiente te dise bien, je pense que je retrouve tranquillement avec mon conjoint, je commence à avoir une ouverture et que ça va peut-être régler une certaine... Parce que des fois, les gens souvent croient à tort. Moi, souvent quand je discute là, avec les gens alentour, là, les gens pensent que c'est automatiquement le conjoint qui ne veut plus. Et Colin, non. Vraiment, mais souvent, je dirais le contraire, c'est que la femme ne se sent plus femme, donc elle se ferme. Et en se fermant elle-même, elle maintient en distance son conjoint. Que bien souvent, c'est pas
nécessairement le conjoint qui n'a plus de désir. C'est la femme qu'il faut faire un travail, hein, Julie? Oui, puis c'est un peu inconscient, Geneviève. Là. Tu sais, ce que tu expliques, c'est souvent, quand les femmes ont un diagnostic de cancer du sein, ben elles ont une perte d'estime de soi, bon, le stress, l'anxiété. On se sent moins femme. On se sent moins femme, on se sent moins désiré, il y a de la peur, il y a une perte d'espoir qu'on parlait tantôt. Ouais. Fait que tout ça, c'est des choses qui arrivent là, avec le diagnostic. Mais toi, Geneviève, tu appelles ça un autre mot, hein? Tu appelles ça le point tournant. Peux-tu nous en expliquer un petit peu par rapport à ça? Oui, en fait, mais c'est important ce que vous dites, puis je pourrais y revenir, mais ça c'est un mythe, hein, c'est une croyance qui est véhiculée, que c'est souvent, exemple, c'est une peur, hein, j'ai peur que mon conjoint, mais ce qui est prouvé dans la littérature scientifique et dans mon expérience clinique, c'est que c'est plutôt le contraire, c'est que la majorité des conjointes, hein, des fois, il peut y avoir on va dire partenaire. C'est ça, partenaire, on va être inclusif. On va dire exactement. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. mais la plupart des partenaires vont être assez soutenants, puis assez ouverts, puis plus patients, compréhensifs que la personne. C'est parce qu'il y a énormément de culpabilité qui accompagne les personnes atteintes de cancer. C'est comme si on a l'impression d'enlever quelque chose à l'autre, mais l'autre, s'il décide d'être là, c'est sa responsabilité. En ce sens, il prend responsabilité de « moi, je décide d'être là parce que tu es importante pour moi. » Exact. Je te veux dans ma vie. Exactement. La maladie fait en sorte... C'est pas la maladie qui va nous détruire, en fait. Non. Ça va nous rendre... Puis tu te définis pas juste par tes seins ou par un autre membre de ton corps. Là, on s'entend. Fait. Mais c'est pour ça, hein, Julie, tu disais point tournant. Moi, je le voyais beaucoup comme ça. Moi, tu sais... Quelque chose qui fait partie de mon travail, je trouve, c'est de susciter l'espoir. Puis ça fait partie aussi de ma personnalité puis de ma façon de travailler. Quand on a de l'espoir, hein, on a de l'essence dans la voiture. On a un moteur. L'espoir, ça nous fait avancer. Puis ça, peu importe, là, même pas juste avec les gens qui sont atteints du cancer. Si j'ai un couple en face de moi puis que les deux partenaires ont perdu espoir, ça va être très, très, très difficile d'avancer. Il va falloir travailler fort versus s'il y a juste un petit peu d'espoir que ça peut aller mieux, bien là, ça donne du jus, comme on dit. T'sais. Donc, moi, je vais beaucoup travailler là-dedans. Fait que le point tournant, je trouve que c'est une façon d'alimenter l'espoir parce que, oui, c'est un point tournant, l'épreuve du cancer. Le avant, il ne sera plus jamais comme avant. Et ça, souvent, les gens vont vouloir retrouver le avant. Parce qu'il y en a plein que ça allait bien avant que ça arrive. Il y avait une bonne relation avec leur partenaire. Il y avait confiance en elle. Il y avait une bonne santé sexuelle. Oui, ça allait bien. Il était à l'aise. Mais le avant, il ne sera plus jamais possible. Fait que déjà, le premier travail qu'on peut faire avec les clientes, c'est de travailler le deuil, de travailler tous les deuils. Hein? Parce que le cancer a un impact sur plein de trajectoires. Tu sais, dans la vie, on peut voir ça comme plusieurs trajectoires. Il y a la trajectoire intime, il y a la trajectoire familiale, il y a la trajectoire professionnelle. Le cancer a un impact sur toutes ces trajectoires-là. Fait que c'est plein de petits deuils à faire, mais en même temps, faire un deuil aussi, ça permet... Un renouveau. Un renouveau, exactement. Fait que le point tournant, pourquoi? Parce que ça peut être l'occasion de sortir de ces vieux jogging confortables. Ces vieilles pantoufles. C'est normal qu'on ne veut pas changer de pantoufles quand on est bien dedans, hein? Mais quand on est forcé de changer de pantoufles, là, ça devient difficile parce qu'on se sent forcé, mais reste que ça peut être l'occasion d'explorer, de découvrir des nouvelles choses, de renforcer la relation d'une autre façon. Si on était un couple avant qui était... tu sais, ça arrive, là, un couple volatile qu'on appelle, qui chicane beaucoup, mais qui se retrouve bien dans la sexualité, bien peut-être que de travailler différemment puis de moins miser sur la sexualité, bien peut-être que ça va diminuer les conflits au quotidien. T'sais, on n'a plus cette retrouvaille-là dans la sexualité, mais il faut apprendre au quotidien peut-être à être moins volatile. Puis donc, tu sais, ça peut être des occasions comme ça. Il y a des impacts quand même positif de cette épreuve-là. Le fait que beaucoup de gens vont classer la sexualité avec pénétration. Sexualité, pénétration, tu sais, c'est indéniablement, ça va ensemble, mais on s'entend, là, sa sexualité, là, c'est tellement vaste. On peut, j'imagine, après un trauma comme ça, se réapproprier notre corps autrement et peut-être aller vers, tu sais, on a des mains, on a une bouche, une langue, tu sais, de peut-être... Oui, on a des 5 sens, puis je pense que, tu sais, la sexualité, on parle de sensualité, on parle du toucher, tu sais, d'aller... La tendresse, ne serait-ce que juste ça, je pense que c'est un gros élément que des fois on néglige parce que, comme tu dis, Geneviève, on pense plus à l'acte sexuel. Oui. Mais là, dans un cas où on peut explorer plus large, où on prend le temps, des fois, c'est ça aussi,
de redécouvrir des choses. Hein? Oui, exactement. Puis de vraiment de d'aller se dans les 5 déconditionner peut-être Oui. à qu'est-ce qu'on avait. Là, tantôt, tu parlais de le avant. Ouais. C'est peut-être se déconditionner un peu à ce qu'on avait avant. Déprogrammer, moi, je dis. Oui, se déprogrammer pour rentrer une nouvelle programmation que la sexualité, ça peut être tellement autre chose, ça peut tellement être plus aussi beau, puis même encore plus, est-ce qu'il y a des couples qui se redécouvrent après ça? De ce que j'ai observé et de ce que j'ai lu, c'est surtout au niveau amoureux. Il y a vraiment un rapprochement au niveau amoureux qui se fait, là. En fait, l'épreuve du cancer va avoir un effet un peu d'intensification. C'est-à-dire, si ça allait bien avant, ils vont encore plus se sentir proches, particulièrement si le ou la partenaire a été très, très soutenant pendant les traitements. Il y a vraiment quelque chose qui va rapprocher. Hein, la connexion, la communion va être plus forte, donc le sentiment amoureux va être plus fort. Souvent, le ou la partenaire a eu peur de perdre aussi la personne. Parce que si la personne qui reçoit le diagnostic a eu peur de mourir, ben l'autre aussi, il a pensé. Là. Donc, ça va vraiment renforcer ça. Par contre, c'est important pour moi de dire que c'est normal. C'est facile pour moi ici, assis, qui n'a pas eu le cancer, de parler de point tournant puis de renouveau. Par contre, quand on se sent vraiment pas à notre meilleur, quand on sent qu'on a perdu peut-être notre force, certaines de nos qualités, c'est comme ça qu'on voit ça, notre estime, c'est quand même difficile de se dire, OK, je vais me botter le derrière puis je vais essayer des nouvelles choses. Fait que ça, je suis très, très sensible à ça. C'est pour ça aussi qu'en suivi, on y va au rythme de la personne puis on accueille beaucoup cette détresse-là, si on veut. Ça demande du temps quand même. Ça demande quand même, faut être patient, mais reste que ce point tournant-là est possible et que si on essaie de le voir comme ça, on ne sera pas capable de le voir tous les jours comme, OK, c'est vrai que c'est une occasion d'explorer, c'est une occasion d'essayer des nouvelles affaires avec mon chum ou avec ma blonde. Mais je suis consciente que c'est peut-être pas facile au quotidien. Là. Mais si on est capable de le faire une fois de temps en temps, mais c'est ça qui va nous amener. C'est ça qui est gagné à chaque jour. Puis j'aimerais ça vous lire parce que je trouve ça quand même important. Puis c'est un petit truc hein, de voir... la sexualité dans son ensemble, on a parlé des 5 sens. Hein? On parle beaucoup de la pleine conscience aussi. Oui, on le parle plus pour l'alimentation. Oui. On en parle beaucoup. Moi, j'en entends beaucoup parler de ce côté-là. Oui, exactement. Mais dans la sexualité aussi. Donc, tu sais, d'essayer d'être pleinement conscient de qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça goûte. Ah, ça goûte salé. Tu sais, la sueur de mon partenaire goûte salé. Donc, d'aller dans ces sens-là, c'est sûr que ça va alimenter le désir, ça va alimenter aussi au niveau de la sexualité. Et vraiment, on a vraiment des mythes. Hein? Puis ça, c'est une des premières choses qu'on travaille. C'est les mythes et les croyances qui sont reliées à la sexualité. Vous l'avez dit, la sexualité égale un pénis dans un vagin. Là. Ouais. Oui, bien mais c'est tellement plus ça, large que ça. Puis déjà, juste de lire la définition de l'Organisation mondiale de la santé sur la sexualité, déjà, on se rend compte que, oh mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Puis j'aimerais ça vous la lire. Ben oui, certain. Juste pour vous montrer que c'est pas juste moi, c'est pas juste Geneviève, la sexologue et psychothérapeute, qui le dit. L'OMS le dit. Si l'OMS le dit, c'est vrai. On est en business. Donc, dans le fond, selon l'Organisation mondiale de la santé, la sexualité renvoie à une dimension centrale de l'humain qui inclut le sexe, le genre, l'orientation, l'attachement émotionnel et la reproduction. Elle se traduit aussi par l'expérience ou l'expression de pensées, de fantasmes, de désirs, de comportements, d'attitudes, de valeurs, d'activités, de pratiques, de rôles, de relations. Les expériences sexuelles comprennent tant les pensées sexuelles, comme les fantasmes ou les rêves érotiques, que les baisers sensuels, la masturbation, seule ou avec un partenaire, les caresses, les jeux sexuels, le sexe oral, la pénétration vaginale et les rapports anaux. Fait que juste en disant ça, vraiment tout. OK. Il y a un cancer du sein, il y a une ménopause induite, il y a une perte totale de lubrification, ça fait mal. Donc, les rapports qui étaient d'habitude plaisants, que ça allait bien au niveau de la pénétration, ça fait mal, on veut plus trop s'y adonner. Ben, OK. La pénétration vaginale, là, c'est 3 mots dans cette grande définition. Il y a les pensées, les fantasmes, les désirs, les caresses, les jeux sexuels, il y a les rapports anaux, il y a les rapports oraux. Donc,
c'est tellement large. Fait que je trouvais ça important de vous la lire juste pour voir que, OK. Parce qu'on peut tellement expérimenter autre chose. C'est ce que ça dit finalement. C'est qu'on peut expérimenter, c'est tellement plus large et tellement plus vaste. La sexualité peut être expérimentée de plein de façons. Puis on peut trouver des nouvelles zones érogènes, des choses comme ça. En tout cas, moi, j'ai appris ça à 46 ans. Qu'il y en avait d'autres que j'avais pas encore explorées, puis que là, j'ai ces découvertes. Mais je pense que chaque personne peut faire son bout de chemin là-dedans avec son partenaire selon l'aisance. Parce qu'il arrive aussi un moment où les traitements sont difficiles, on a de la misère à s'occuper de soi, on a besoin de notre partenaire, notre personne ressource pour nous aider, soit sur nos soins de base, ces choses-là. Fait que comme tu disais tantôt, Geneviève, ça crée des relations encore plus profondes, plus solides. Puis par rapport à ça, ben c'est là que la confiance est encore plus bien établie, puis tout ça, puis ça peut ouvrir des nouvelles portes. Dans le fond, c'est ce que tu dis. Oui, puis ces nouvelles portes-là, tu sais, quand je dis il y a quand même des impacts positif, même si c'est extrêmement difficile, l'épreuve du cancer. Là. Exemple, moi, en thérapie de couple, là, un couple qui va être là devant moi, qui n'a pas d'épreuve du cancer là, dans leur vie, là, sont là pour d'autres raisons. On va beaucoup travailler la sécurité émotionnelle. Parce que si on se sent en sécurité émotionnellement avec notre partenaire, puis ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est une règle de base. C'est une règle de base. Hein, un peu comme un enfant avec son parent. Hein, l'attachement, là, l'enfant avec son parent, là, ça s'en va pas. Là. Ça veut pas dire qu'on devient adulte, qu'on le perd, ce besoin d'attachement-là. On en a encore besoin, puis on essaie de le retrouver avec notre partenaire. Fait que si on a cette sécurité émotionnelle-là, honnêtement, on peut passer pas mal à travers de tout, être capable de dire vraiment tout ce qu'on ressent, être capable de recevoir l'autre dans tout ce qu'il ressent. Est-ce que je suis capable de m'appuyer sur mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce que je suis capable de me sentir, est-ce que je me sens soutenue? Est-ce que je me sens entendue? Donc, si on a ça, ce que l'épreuve du cancer va beaucoup favoriser. Je sais qu'il y en a que c'est pas leur histoire, mais je dirais que dans plusieurs cas, voire la majorité des cas, hein, il y a ça qui est là. Hein. Les gens se sentent vraiment soutenus par leur partenaire. Bien, ça améliore la sécurité émotionnelle. Donc, ça a un impact sur l'intimité. Donc, l'expérience, l'épreuve du cancer, c'est comme si c'est quelque chose qui n'ont pas le choix. La sécurité émotionnelle augmente pour la majorité, sans vraiment qu'ils le veuillent ou qu'elles le veuillent. Et c'est ça qu'on travaille souvent avec des couples qui n'ont pas vécu ça, puis on travaille fort là, en thérapie pour que ça... Avec le cancer, ça vient. C'est comme si ça vient ça vient naturellement, exactement, exactement. Je le redis, pas pour tout le monde, mais pour la majorité, ça vient plus naturellement. Fait que, tu sais, quand je dis de voir susciter l'espoir, mais on peut focaliser sur ce point-là. Puis, Geneviève, puis là, j'ai mes notes, là. En fait, toi, tu as animé des rencontres au Centre intégré de cancérologie de Laval. Écoute, je le lis là, pour être sûr. Le CICL, ça va plus vite, le CICL. Mais pour ceux que ça va, c'est quoi? On va essayer de mettre le nom complet. Tu as animé ces rencontres-là, puis il y en a trois grands chapeaux, en fait, que tu as animés. Je vais les nommer les trois, puis j'aimerais ça que pour chacun, tu puisses nous en parler. C'est quoi pour chaque thématique, oui, c'est ça. Et pour chaque thématique, tu as des conseils à donner à nos auditrices. Donc, tu as animé les trois grands nez. Un qui était les mythes et les croyances de la sexualité affectant la qualité de la vie sexuelle. Ce qu'on vient de discuter depuis tantôt. La flexibilité des pratiques intimes et sexuelles. Être flexible, très important. Pas être flexible, pas faire une split, là. Non, parce que être flexible mentalement. La flexibilité psychologique. Parce que flexibilité en split, pas sûr qu'on en perd une gang en vieillissant. L'expression authentique des attentes relationnelles et sexuelles. Donc, pour chaque thème, si on part avec les mythes et croyances, on en a parlé, mais y a-t-il autre chose qu'on pourrait Oui, des petits trucs. Okay. Par rapport à les mythes et croyances, hein, je vous ai dit, exemple, un petit truc, un outil, c'est de partir de la définition de l'OMS. Ça peut aider, ça pousse à la réflexion. Bien sûr, je vous ai parlé de la sécurité émotionnelle. Donc, miser là-dessus. Miser, dans le fond, sur l'intimité sexuelle. L'intimité sexuelle, c'est beaucoup plus large. Hein? C'est pas les rapports sexuels en tant que tels. C'est vraiment transcendre la sexualité, la performance, puis elle permet surtout l'intimité sexuelle aux partenaires de communiquer sur le plan émotionnel. Aussi,
travailler les scripts sexuels. C'est quoi un script sexuel? C'est un peu nos scénarios qu'on a dans notre tête, comment on idéalise, voit. En fait. Exactement. Okay. Souvent, les scripts sexuels vont se construire. Hein? On est jeune, ils se construisent avec l'éducation qu'on reçoit, mais ils se construisent aussi avec la société, ce qui est véhiculé. Internet et tout beaucoup, ça. Aujourd'hui. Donc, nos scripts sexuels, c'est sûr que ce qui est prouvé aussi dans la littérature scientifique, de ce que j'ai pu observer, les femmes qui ont un script sexuel qui est basé sur les relations traditionnelles de genre, c'est-à-dire la femme est responsable du plaisir de l'homme, la sexualité de la femme est moins importante. Tu sais, ce genre, tu sais, les vieux scripts. Mais je dis les vieux scripts, mais qui sont tellement bien ancrés. Ah oui, c'est sûr encore que aujourd'hui? Oui, il y en a encore aujourd'hui. C'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile, l'épreuve du cancer, pour ces personnes-là, parce que l'épreuve du cancer fait qu'on ne peut pas répondre aux normes de ça. C'est comme impossible. Donc, au lieu de tomber dans ce script-là, hein, c'est-à-dire que la femme a peur d'être vraiment moins attirante puis il va me laisser, tu sais, ce genre de pensée-là, au lieu d'aller dans ça, c'est idéalement d'aller dans les scripts de la sexualité liés au bien-être qu'on appelle. Je vais y revenir sur ces scripts-là. Il faut aussi éviter les scripts de la sexualité liés au vieillissement. C'est-à-dire, plus on vieillit, moins on a de sexualité, moins c'est bon. Si on vieillit, on est moins belle, donc on est moins enclin à avoir de la sexualité. C'est moins fréquent parce qu'on est moins désirable, ou peu importe. Là, exactement. Moi, je peux dire que même à 43 ans, on l'a pareil, ce script-là, quand on est moins belle. Puis, en fait, aussi, la société nous renvoie ça. Un peu, je te dirais. Puis moi, étant célibataire, la première, avec les Internet, sites de rencontres, tout ce que... Tu sais, t'as tout le temps la personne qui a... Je ne veux pas dire tout le monde, mais que le côté physique est tellement important que ça a une influence là-dessus aussi. On se sent peut-être moins désirable à un moment donné de dire, OK, là, j'ai plus le corps d'une femme de 25 ans. Est-ce qu'on va m'aimer pour moi? Est-ce que là... Puis c'est drôle parce que moi puis Julie, on a eu dernièrement pour... Bon, X expérience que j'ai eue, mais c'est comme, c'est une réalité aujourd'hui qu'on fait, en tout cas que je fais face, puis ça doit tellement avoir un rapport avec ça. Imagine, Geneviève, quand il te manque un sein, ou t'as des cicatrices, ou t'as perdu tes cheveux, ou t'as pris du poids à cause de la médication, à cause de la chimiothérapie, donc ou toutes tes réponses en même temps. C'est ça que j'allais dire, ou toutes tes réponses en même temps. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois. Moi, j'ai même pas ça, puis je me sens comme ça. Je me sens, bon, j'ai de la cellulite, j'ai un petit ventre parce que je veux un enfant. Déjà, moi, j'ai ce côté-là, imagine. Fait que, tu sais, je peux pas me mettre totalement dans la peau comme toi, Julie, ou une femme, mais je me dis, si moi, je le ressens, puis mon Dieu, que, tu sais, il y en a qui échangeraient leur position avec la mienne, mais je peux comprendre à quel point ça peut être une problématique. Mais ça peut être, c'est une grande souffrance, honnêtement, c'est une grande souffrance. Et, une des façons de diminuer cette souffrance-là, c'est de changer nos scripts sexuels. Ça demande du travail quand même, c'est quelque chose qui est ancré, les scripts, mais c'est quand même possible. Donc, au lieu d'aller là-dedans, au lieu de se dire, je suis plus bonne à rien parce que toutes les raisons que j'ai nommées tantôt, c'est d'aller plutôt sur l'idée que l'idée de relations affectives sont plus égalitaires. Hein? C'est ça qui fait que je m'engage en relation. Hein? Aussi, le cancer, si on est dans le script lié au bien-être, va être vu plus comme l'opportunité d'aller dans des relations affectives plus profondes, va être vu comme une opportunité aussi de valoriser enfin plus le plaisir féminin. OK? Ah, j'aimais ça, la pénétration, mais j'avais pas tant d'orgasme ou j'étais pas... Ah, ben c'est le moment je vais trouver comment vraiment, moi, je veux les vivre, mes orgasmes. Je veux vivre mon plaisir. Donc, même quand là, on parle d'orgasme, Geneviève, il y en a qui n'en ont jamais eu, même encore à 40, 50 ans. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qu'un orgasme, il y en a qui c'est comme le Graal. Mais encore là, il y en a qui se mettent beaucoup de pression avec ça aussi. Là, Puis ça, hein, c'est quelque chose que je vais revenir plus tard, mais c'est sûr que la
l'anorgasmie qu'on appelle, qui est ou le trouble de l'orgasme, en fait, là, le trouble de l'orgasme qu'on appelle, ben ça va être un des effets particulièrement physiques là, de l'épreuve du cancer. Donc, pour quelqu'un qui en a jamais eu ou qui a toujours de la difficulté, ça va être difficile, mais pour quelqu'un qui a toujours eu de la facilité, puis là, il perd ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Qui a connu c'était quoi? Exactement. Fait que déjà, si on change notre thinking, c'est vraiment changer nos lunettes. Hein? Si on va dans des scripts, si on s'éloigne de ces scripts traditionnels-là, ben ça va nous aider, ça va nous donner un petit peu plus de souplesse. Aussi, un autre truc, c'est de se questionner sur ses valeurs de préférence. C'est quoi les valeurs de préférence? C'est les valeurs qu'on connaît, auxquelles on adhère. C'est des valeurs qui peuvent être considérées vraiment comme fondamentales dans notre société, mais surtout pour nous, hein, qui nous guident dans nos actions. Exemple, l'égalité entre les sexes, la liberté, le consentement, l'individualité, l'intimité, la responsabilité. Hein. Vous voyez, là, les thèmes, on est dans les grandes valeurs. Le respect de soi, le respect de l'autre, l'authenticité. Donc, si on prend le temps de se questionner sur nos valeurs de préférence, de référence, mais ça va nous aider à voir, OK, fait, quelle action va dans ce sens-là? OK, moi, là, je me rends compte qu'une de mes valeurs qui guide mes actions dans la vie, là, pas juste dans ma sexualité, dans la vie, c'est le respect. OK. Comment je me respecte dans ma sexualité? Est-ce que de me forcer à avoir une relation sexuelle avec mon conjoint parce que j'ai peur qu'il me quitte, mais que ça me fait mal, mais que j'endure, est-ce que c'est me respecter? Non. Donc, un truc, c'est d'aller vraiment selon ses valeurs de référence. Ça va aider à guider un peu. À guider, exactement. Okay. Mais je dirais aussi la communication, c'est peut-être pas une valeur, Geneviève, mais je pense que c'est très important parce que moi, je me suis rendu compte, entre autres, que moi, des fois, je voulais faire des actes sexuels ou quoi que ce soit avec mon conjoint, mais que lui se sentait pas prêt à cause de comment il me voyait souffrir. Il voyait mes cicatrices, il voyait mes bleus sur mon corps, il voyait... Tu sais, mon aspect avait changé. J'ai eu 5 opérations dans le temps de dire, là, fait qu'à un moment donné, ça laisse des traces. Mais je le voyais dans ses yeux, puis c'est pas qu'il me désirait plus, c'est qu'il voulait juste pas me faire mal. Il avait peur. Il avait peur, c'est ça. Fait que la communication... Il y avait un certain blocage dû à ça. Oui, c'est ça. Puis c'est en s'en parlant qu'on a compris bien vite que c'était juste ça, puis c'était pas grave, puis que, garde, ça... Oui. Puis, exemple, hein, le fait de communiquer, c'est important. Ce que tu dis, ça, c'est super important. Ça, si un affaire... À la base, c'est important, mais à la base, c'est important. C'est la première affaire que je travaille en thérapie de couple, peu importe. Le problème, c'est au niveau de la communication, parce que je reviens à la sécurité émotionnelle. Oui. Comment on peut se sentir en sécurité émotionnellement avec notre partenaire? C'est en communiquant. Donc, l'exemple que tu donnes, Julie, d'avoir dit, OK, là, il t'a nommé cette part-là, j'ai peur de te faire mal, j'ai peur, ça me fait de la peine de devoir souffrir, je veux pas, moi, être quelqu'un qui... T'as tellement souffert, je veux pas être... OK, mais là, je vais te le dire si ça me fait mal. Tu peux compter sur moi, je vais pas endurer. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je vais te le dire. De sécuriser, en fait. Il faut l'avoir, cette conversation-là. Puis ça, c'est prouvé dans la littérature scientifique. Plus la communication est transparente, est ouverte, elle est... les non-dits, particulièrement avec l'épreuve du cancer, c'est vraiment néfaste parce que quand il y a des non-dits, on le sent. Oui. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui ne se dit pas. Et qu'est-ce qui arrive? La personne se fait des idées. Exact. Ouais. On part dans nos distorsions cognitives qu'on appelle. Ça, tu sais, quand je prends du TCC, du cognitivo-comportemental, puis je l'amène aussi, mais ça, c'est du cognitivo-comportemental. Donc, nos pensées, des pensées automatiques qu'on a, des distorsions cognitives, exemple, va nous amener à tomber dans un scénario catastrophe. Je vais donner un exemple. Je suis plus capable d'avoir des relations sexuelles, mettons, parce que ça fait mal, parce qu'il y a eu de la radiothérapie ou peu importe, ou il y a une ménopause induite puis il n'y a plus de lubrification. Ben c'est sûr, il va s'en aller, il va me laisser. Ça, c'est une distorsion cognitive, OK? Puis c'est un scénario catastrophe. Donc, évidemment, en thérapie, ben nous, c'est notre travail, on les voit toutes ces distorsions-là, puis on les recadre, qu'on appelle. Mais déjà, juste si je vous en parle aujourd'hui, bien, soyez à l'écoute de vos scénarios. C'est quoi le film que vous racontez? Puis si vous avez tendance, ça c'est un petit truc, si vous avez tendance à vous raconter un film d'horreur, comment qu'on peut modifier ce film-là pour trouver une pensée alternative qui va être moins souffrante? Mais peut-être
que le fait qu'on fasse plus l'amour par pénétration, exemple, ou le fait qu'il touche plus, que je suis plus capable de me faire toucher les seins, ça va arriver souvent aussi, parce que c'est une source de douleur, mais aussi de douleur psychologique. Ça associe au trauma, ça associe... ça ramène à la maladie. Ça ramène à la maladie. L'inverse, on n'a plus de sensation nécessairement. Des fois, il n'y a plus de mamelon, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de... comme, attarde-toi pas là. Exactement. Mais au lieu de se dire, ça marchera pas, il va s'en aller, il va se tanner, je suis pas bonne à rien, mais c'est de faire, oui, mais peut-être que, je donne un exemple comme ça, on va focaliser sur mes fesses, puis peut-être que ça va être vraiment le fun, puis je vais vraiment aimer ça, puis il va vraiment aimer ça. Peut-être que... d'aller chercher une autre source, en fait, pour déprogrammer un peu. Déprogrammer notre film. Puis se baser sur des faits, c'est toujours un truc. Fait qu'exemple, oh non, il va s'en aller. On se base sur des faits. Ah, mais ça fait 3 ans qu'il est là malgré tout. Mettons que ça fait 3 ans. Là, ça fait 3 ans qu'il est là malgré tout. Pourquoi il s'en irait là? Hein? Fait qu'on se base sur des faits, on déprogramme notre pensée. Elle va revenir la pensée, mais plus on le fait, plus on la déprogramme, mais plus ça va aider. Donc ça, c'est un autre truc aussi pour travailler. Puis en fait, c'est que est-ce que quand on ressent un peu les non-dits, peut-être, toi, tu as pu en parler avec Stéphane. Oui. Toi, parce que votre communication est quand même assez forte, mais ça serait peut-être bon. Parce que les conjoints, des fois, ils ne veulent pas nécessairement en parler parce que souvent, moi, quand je suis en consultation, les conjoints partenaires vont me dire elle a tellement ses épaules que je veux pas y en rajouter. Fait que peut-être que si c'est un malaise, en fait, puis on le ressent, peut-être d'anticiper peut-être la conversation, de dire, je remarque que tu as plus de difficultés. Est-ce que c'est parce que, mettons, tu as peur de me faire mal? D'initier peut-être la conversation parce qu'il y en a qui ne sont pas ouverts nécessairement d'en parler, mais juste si la femme initie la conversation de dire, on va régler ça tout de suite, ça va faire tomber déjà peut-être une barrière. Oui, c'est sûr que c'était parent, par exemple, pour ces femmes-là, parce qu'elles ont peur d'entendre ce qu'ils vont dire, parce que comme je reviens là-dessus, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai vu dans mes accompagnements, il y a énormément de culpabilité. C'est comme s'ils se sentent coupables d'avoir fait vivre ça, ne serait-ce que les émotions négatives, se sentent coupables de ne plus être la femme qu'elle était avant, se sentent coupables de ne plus pouvoir être aussi forte ou de participer autant aux tâches. On est vraiment dans la culpabilité, là, Total. Fois 1000. Pas juste avec le partenaire, je dirais, on sent qu'on a fait vivre ça à notre famille, à nos enfants, à tout le monde autour de nous. Là, fait que c'est large, là, ça prend une grosse place de ce que tu expliques. Donc, on peut avoir peur d'entendre la réponse, mais en effet, c'est important d'ouvrir le dialogue. Puis une des façons d'ouvrir le dialogue, ça, c'est pour tout le monde, peu importe. Si on parle au jeu, puis si on parle de comment on se sent, si on commence en nommant ça, je me sens loin de toi. Hein? On n'est pas dans le blâme, on n'est pas dans tu me parles pas, on n'est pas là-dedans, on n'est pas non plus dans une affaire vague de je sens qu'il y a quelque chose, t'es-tu correct? C'est pas clair, ça. Non, je me sens loin de toi, je vois qu'on se parle moins, je vois que tu me touches plus, puis je me sens seule, ou tu sais, je veux pas mettre des mots dans la bouche de ces expériences-là. C'est d'exprimer comment... J'ai besoin qu'on en parle, j'aurais besoin là, de me connecter à toi puis de savoir qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, parce que là, moi, je suis en train de me faire des idées puis je trouve qu'on est en train de s'éloigner. Donc, si on part comme ça, c'est pas mal difficile pour l'autre personne de juste faire « Ah, non, ça va », ou d'éviter le sujet, là, dans le fond. Ils vont... la majorité vont plonger. Oui, puis ils vont être sensibles aux sentiments de leur conjoint, de dire OK, elle sent comme ça, mais je veux tellement pas qu'elle sente comme ça. Puis des fois, comme tu dis, c'est des non-dits. Des fois, le conjoint se retire juste pour laisser la place aux émotions ou parce qu'il veut pas être envahissant, parce qu'il veut pas... Puis des fois, puis sincèrement, des fois, c'est tellement... c'est des perceptions tellement différentes qui peuvent faire en sorte que si chacun reste avec des perceptions, c'est là où que l'éloignement se crée. Mais ça, c'est même dans un couple normal. Tu sais, je veux dire, dans la base... On est toujours en train de... en thérapie de couple, on est toujours en train... Là, un des exercices que je fais souvent, là, c'est de valider les perceptions. Là, puis des fois, on se rend compte... Non, c'est pas ça qu'elle vient... C'est pour ça qu'il y a une troisième personne. OK, toi, tu as entendu ça. Puis il va, mettons, résumer le message que la personne vient dire, puis
c'est pas du tout ça qu'elle a dit. C'est là qu'on voit à quel point les perceptions sont fortes parce que c'est basé sur des émotions, sur nos expériences, sur nos blessures. Donc, d'aller justement valider la perception. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, oui, en effet, qui peut être bien. Si on parle au niveau des flexibilités, on s'en est là, hein? Oui, on l'a senti, on a bien connecté. La flexibilité au niveau des pratiques intimes et sexuelles, ça aussi, en fait, pour reconnecter, c'est faut être flexible dans, comme on disait tantôt, pour faire la grande écart, mais d'être flexible dans notre ouverture, en fait. Oui, surtout une flexibilité psychologique. Donc, idéalement, il faut travailler sa flexibilité dans 3 sphères, c'est-à-dire la capacité à se poser des questions. Comment je définis ma sexualité? C'est quoi une relation sexuelle pour moi? Qu'est-ce qui importe pour ma satisfaction sexuelle? Comment je peux surmonter les difficultés liées à mon cancer? Donc déjà, juste de se poser ces questions-là, ça va amener une réflexion qui va amener une plus grande flexibilité. Évidemment, la sphère très importante, c'est la capacité à s'adapter, c'est-à-dire à changer nos pratiques, à explorer des nouvelles pratiques. C'est sûr, ça demande de faire preuve d'une résilience, d'une ouverture à essayer d'autres choses, une ouverture aussi à laisser naître l'espoir. J'en reviens avec ça parce que l'espoir, c'est tout un moteur. Quand on l'a, ça donne du jus pour continuer d'avancer. Tout en respectant ses limites, par contre. Exactement. Ce qui est important parce que, tu sais, des fois, on veut expérimenter pour mettre du piquant ou pour, après, mettons, une chirurgie pour reconnecter. Mais il faut se respecter aussi. Il faut garder nos limites. Dire qu'à ça, voici ma limite. On peut aller jusque-là, on va l'explorer. Puis... Mais tu sais, tantôt, je parlais des scripts sexuels. Si on est dans le script sexuel lié au bien-être, puis on n'est pas exemple dans le script sexuel lié au vieillissement ou lié aux relations traditionnelles de genre, on est moins dans l'impératif de « je dois combler mon conjoint ». On est moins dans l'impératif. Fait qu'on est plus dans écouter nos limites. Hein? Oui. Donc moi, j'appelle ça, Geneviève, aussi trouver le nouveau soi, parce qu'on s'entend, le corps a changé. Comme tu dis, il y a eu un trauma dû au cancer, tout ça. Puis là, il faut se redéfinir avec, comme tu dis, la résilience et tout ce qui vient avec ça. Mais c'est quoi je veux? C'est quoi que Julia veut? C'est quoi que Julie veut essayer? C'est quoi qu'elle peut? C'est quoi qu'elle peut plus? Tu sais, c'est des accepter. Qu'est-ce qu'elle est, Julie, aussi? Parce ça. Que l'épreuve du cancer t'a fait, comment dire, évoluer. Oui. Mais c'est pour ça que tantôt, je parlais des valeurs de référence. Ça change pas, ça. Non, des fois, il y en a qui vont changer un petit peu, mais la Julie reste la Julie que tu es, que tu as construit, que tu... Donc, il y a une base qui reste solide. Le fondement de Julie est toujours exactement. Là. Donc puis là, ce que tu nommais, c'est justement la capacité à se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions-là pour pouvoir justement être mieux avec l'épreuve, pour pouvoir aussi être plus flexible dans les pratiques. Puis c'est sûr que d'être dans l'expression non génitale de la sexualité, plutôt que juste dans l'expression génitale, c'est sûr que ça va aider. Tantôt, je parlais de la pleine conscience, d'aller dans les 5 sens. Parce que un des impacts vraiment qu'on va voir beaucoup au niveau sur la sexualité, là, plus organique, là, je dirais, là, physiologique, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des douleurs, souvent. Pourquoi? Parce que les traitements, la chimio, la radio vont faire une espèce d'atrophie au niveau du vagin. Vraiment. C'est comme si, tu sais, il y en a qui vont dire, j'ai l'impression que c'est comme si mon vagin est plus serré. Ou quand je ado ou mettons, quand j'étais jeune, en Exactement. fait, retrouvent leur vagin en état... Souvent, je l'ai entendu, ça. J'ai l'impression que j'ai un vagin de petite fille. Tu sais, je l'ai entendu à quelques reprises. Ça, c'est l'atrophie vaginale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est malheureusement normal avec les traitements. Il y a un super bon gel de ce que j'ai vu dans mes suivis que mes clientes l'ont essayé. Puis, c'est pas miraculeux, là. C'est pas... Mais ça aidait. C'est un gel qui s'appelle Ginatroph. Il est vendu maintenant en pharmacie maintenant. Avant, c'était en arrière du comptoir, mais là, c'est en vente libre. Pourquoi Ginatroph? C'est que c'est un gel lubrifiant qu'on met aux 3 jours. Donc, ça permet aussi les rapports spontanés. C'est comme si le vagin est toujours lubrifié. Comparativement, mettons, un lubrifiant à base d'eau qu'on va prendre, qu'on met ça va être plus avant, puis ça va peut-être couper l'envie. Oui. Mais exemple, le Ginatroph, on peut l'utiliser
avec en plus, mettons, on se lance dans une relation sexuelle, on peut mettre aussi le lubrifiant. De ce que j'ai vu, là, le meilleur mix, là, c'est un lubrifiant. Exemple, je sais qu'il y a le Replens soyeux qu'on appelle. Donc, on met le Gynatrof, puis avant une relation sexuelle, sur le pénis, au niveau du vagin, de la vulve, on met aussi le Replens juste avant. Là. C'est une sorte? Oui, c'est une... De ce que j'ai vu, là... Aussi, j'en ai entendu parler. Oui, ouais. ça fonctionne. Comme moi, j'ai vu, là, j'ai eu des clientes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que ça faisait une différence. Pourquoi? Parce que justement, il y a une atrophie vaginale. Fait que c'est sûr que si on est dans l'expression génitale seulement de la sexualité, c'est-à-dire, j'ai rien que ça, un pénis dans un vagin, ou si on a un couple de deux femmes, des jouets sexuels qui entrent dans le vagin ou des doigts ou peu importe, ça peut être plus difficile. Tandis c'est douloureux, oui. Exactement. Si on va dans l'expression non génitale, si on va dans les 5 sens, si on va dans les massages érotiques, si on va... Tu sais, ça peut être plein d'affaires. Si on va dans les rapports plus oraux, justement, cunnilingus, fellation, même les rapports anaux, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais ça peut être une bonne option oui, aussi. il y en a qui vont découvrir. Il y en a qui vont... Exactement. Fait que d'aller large, de voir ça large comme ça, puis d'explorer dans ces jeux sexuels-là, dans ces massages-là, dans ce toucher-là, embrasser tout le corps, qu'est-ce que je goûte, qu'est-ce que je sens, utiliser de la nourriture, de la peinture, de la peinture à corps. Il y a du body painting au chocolat, il y a tellement de belles choses. C'est le moment d'aller là-dedans. Fait que ça, c'est un autre truc, c'est de sortir un peu de la génitalité qu'on appelle. Et non seulement ça va aider avec l'épreuve du cancer, mais quand on vieillit aussi, juste la ménopause va nous amener là un jour. Là, exactement. Tout le monde, là. Exactement. Toutes les femmes, là, je veux dire. Parce qu'une des choses vraiment qui est difficile avec l'épreuve du cancer chez les femmes, c'est que la majorité vont avoir une ménopause induite et il va y avoir vraiment une perte importante de lubrification vaginale. Donc, ça, puis des fois, ça devient instantané, sec, dans le sens que, tu sais, tu le vois pas venir, puis là, ben, c'est arrivé. Exactement. On fait les tests des prises de sang, puis nous, on appelle ça la ménopause chimique, là, mais c'est la même chose. Là. Mais c'est là qu'on apprend qu'on est rendu là, peu importe l'âge, là, parce que le corps, il décidera pas nécessairement de revenir à qui il était avant. Est-ce que le processus de lubrification va revenir ou c'est... Il peut revenir. OK. Il peut revenir. Par contre, c'est sûr que c'est diminué. Même une ménopause, pas induite, là, une ménopause. Pour ça, je dis, on va y arriver de toute façon. Ça va venir. Donc, oui, ça peut revenir un peu. Parce que c'est connecté au désir aussi. Je veux dire, la lubrification, c'est psychologique aussi. C'est physique, mais c'est psychologique exactement. aussi. Fait que, tu sais, quand je vous ai donné au début là, la définition de l'OMS, là, puis tu sais, c'est des fantasmes, c'est des pensées sexuelles. Fait que c'est sûr qu'une autre façon de pas aller juste dans les génitalités, c'est d'aller aussi dans travailler les fantasmes, travailler l'érotisme. Hein? L'érotisme, c'est beaucoup plus large. De le voir comme ça, plus que comme... voir la passion, voir tout le côté... Travailler votre imaginaire, partir dans mon scénario, c'est correct. C'est normal. Oui. De partir des fois ailleurs. Il faut partir ailleurs. C'est normal. Ça fait du bien. L'important, par contre, c'est si c'est rendu juste qu'on ne ressent plus du tout de désir avec notre partenaire. Ça, c'est une autre chose. Et qu'on a besoin toujours d'être ailleurs pour ressentir du plaisir ou du désir. Là, ça veut dire que le problème est plus grand. Mais si on fait des allers-retours en notre tête, puis la personne avec qui on est, c'est super sain, c'est super normal. Les fantasmes, là, c'est un autre moteur, là. C'est un autre essence qu'on met dans la machine. C'est normal de les explorer. Puis dans le sens où peut-être que le avant, justement, il y a peut-être certains couples qui n'exploraient, qui n'allaient pas jusque-là. Que le nouveau toi va faire en sorte d'aller explorer. Donc, puis ça va peut-être juste même le partenaire va dire « Wow, pourquoi on n'avait pas fait ça avant? » Tu sais, peut-être ils vont découvrir d'autres sphères, c'est ça qui est beau à travers ça, si on peut... parler du côté positif. Là, Moi, une des choses que je faisais, là, puis les gens, ils pourraient le faire, ils pourraient le construire, là, mais j'avais comme un questionnaire que je partageais. Chaque partenaire partait avec une feuille. Puis c'était vraiment un tableau, puis il y avait 3 colonnes. C'est « Je suis intéressée ». Non, je ne suis pas du tout intéressée. Je suis un peu intéressée, puis je suis vraiment beaucoup intéressée. Puis j'avais mis plein de pratiques. Là. Il y en avait comme une trentaine. Là. Ça allait à écouter des films érotiques ou
des vidéos érotiques à justement des rapports anaux, à se faire un massage érotique, à avoir des objets sexuels dans ça allait les relations. partout, là, ça allait partout. Puis là, ben chacun de son côté, ils se montrent pas leurs feuilles. Puis là, ils cochent. Puis là, après ça, on compare. Mais ce que ça fait, ça ouvre le dialogue. Puis là, on se rend compte que, tabarouette, les deux, on a coché très intéressés dans ça. On l'a jamais essayé. Ben non. Puis un non-dit à quelque part, de savoir, de dire, ah tu m'as jamais dit ça. Mais toi non plus. Ben non, c'est ça. Mais même un couple normal peut faire ça. Moi, je la retiens. Ben oui. Fait que ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire. Là. Puis, plus on va dans l'expression non génitale, qu'on va dans le large, bien, plus le jeu il est le fun. Puis plus après ça, ça permet... On met des pratiques flexibles dans notre sac à dos. Puis après ça, selon les contextes, on va piger. Parce qu'il y en a plusieurs, Seigneur. Exactement. Aujourd'hui, on en discutait quand on s'est vu. C'est très élargi aujourd'hui. Là. Donc ça, c'est un autre petit truc pour être dans les pratiques plus flexibles, disons. Oui. Puis, on terminait avec l'expression authentique des attentes relationnelles et sexuelles. Oui. Fait que c'est un peu... C'est l'affirmation de soi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tantôt, un peu de s'affirmer de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait, ce qu'on... Oui, exactement. Parce que vraiment, ce qui est important aussi de comprendre, et c'est pour ça que c'est important que le partenaire aussi parle de ce qu'il vit. Parce que lui aussi, il vit. C'est une épreuve que le partenaire vit aussi, le ou la partenaire. Il y a 3 entités qui sont touchées dans l'épreuve du cancer. Hein? Il y a l'individu qui reçoit le diagnostic, il y a le partenaire et il y a le couple. Okay? Ces 3 entités-là sont touchées. Donc, il faut faire attention à ces 3 entités-là. Il faut s'investir dans ces 3 entités-là puis voir un peu comment tout ça est vécu. C'est certain que ce qui a été observé, comme j'ai dit tantôt, plus la relation était solide avant le diagnostic, plus ça va avoir tendance à bien aller, que ce soit pendant les traitements, que ce soit après. Par contre, il y a quelque chose que je trouve important de nommer, puis ça n'a pas rapport avec les attentes, mais c'est important, moi, de le nommer. Ce que j'ai pu observer, c'est que la perte du cocon thérapeutique, c'est vraiment difficile pour les personnes qui ont reçu un diagnostic. C'est-à-dire, le cocon thérapeutique, Julie, tu feras peut-être en parler un peu, mais on est pris en charge. Il y a une équipe qui nous suit. Il y a un médecin. On a des traitements. On a des rendez-vous. On a du soutien. Il y a une petite tendance à penser, puis des fois, les partenaires vont penser comme ça, mais pas juste les partenaires, la personne elle-même, que quand c'est fini, là, quand le dernier traitement, là, il est fini, là, faut pas diminuer cette perte de cocon-là qui a été très, très, très rassurante, qui a été très, encadrante. Puis souvent, on a tendance à se dire, ça, c'est fini. Ça veut dire que ça revient normal. Ça veut dire que là, c'est fini. Mais on peut pas repartir. Parce que premièrement, on a perdu quelque chose qui nous a soutenus. Moi, je compare ça un peu à l'analogie du vétéran de guerre. Tu sais, quand il est à la guerre, là, puis présentement, ça se passe, là, malheureusement, là, mais les soldats là, qui sont en Ukraine présentement, là, qui sont... Ils fightent, hein, ils sont là. Mais ils sont sur l'adrénaline. Mais ils sont en équipe. Ils sont là. Ils sont là. Mais quand ils vont revenir après ça, de ça, là, ils vont être seuls. Puis c'est là que ça va commencer... que ça va être vraiment difficile. Puis c'est un peu la même affaire. Quand on perd le cocon thérapeutique, on se sent... Ça, c'est quelque chose vraiment... C'est déstabilisé, en fait. C'est très déstabilisant. On se sent tout seul, puis on sent que c'est pas normal qu'on continue à soit à pas bien aller ou qu'on aille un petit peu moins bien, qu'on soit un petit peu plus démoralisé. Mais c'est normal, vous venez de perdre votre équipe, vous venez de perdre votre bataillon. Là, là c'est comme si on continuait à se battre tout seul. Fait que ça, c'est important pour moi de le nommer quand même. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez tout seul, en fait? Ben, parce que vous sentez un peu, pas délaissé, mais vous sentez comme moins encadré. Ben, on a été pris en charge, comme Geneviève a dit, de A à Z pendant des mois, des années. Des fois, ça peut durer longtemps. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, tu as cette rencontre-là avec ton médecin qui dit, bon, rémission, tout est beau, go! Mais là, tu n'as plus ton équipe derrière toi, tu n'as plus l'infirmière pivot à qui te référer, tu n'as plus ces repères-là. Tu essaies de reprendre ta vie, mais tu as une fatigue chronique. Tu as des effets qui sont encore présents. C'est sûr que tu ne retournes pas tout de suite au travail, mais tu vois qu'il faut que tu reprennes cette vie-là d'avant, mais avec un nouveau toi. Ouais. Moi, je l'appelle tout le temps, j'ai plus 100% d'énergie, j'en ai 80. Fait qu'il faut que j'apprenne à rouler à 80 parce que je peux pas rouler à 100, tu sais. Fait que c'est des fois, choses les comme ça. attentes reliées à ça, c'est fini, je suis supposée de repartir.
mais c'est pas réaliste. Fait que déjà, juste d'être conscient de ça, puis de s'accorder cette douceur-là, l'un envers l'autre, que ça sera pas ça, puis ça va demander du temps encore, puis de l'adaptation encore. Je trouve ça important. Puis c'est vraiment important de favoriser une communication authentique de ses attentes relationnelles, de ses attentes sexuelles. Exemple, il y en a plusieurs qui vont préférer le silence aux mots. Hey, ça va aller, ça va être correct, ça va. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'être pris dans leurs bras, puis de pleurer, puis que c'est ça. Puis d'avoir un reflet, un reflet. C'est tough, hein? Tu trouves ça dur, là. Moi, mon chum me disait tout le temps, viens ici, là. Mon épaule est là, tu sais. Puis il est 6 pieds 3, là, fait qu'on s'attend à l'épaule. Mais Stéphane, il y a cette faculté-là de sentir quand tu vas pas. Oui. Puis nous, c'est une nouvelle relation, là, nous, pour dire vrai, dans le sens quand c'est arrivé, là, je veux dire, j'avais eu la première épisode de cancer, après ça, on a décidé de cohabiter, mais il est arrivé le COVID, il est arrivé ma récidive, donc, tu sais, c'était une nouvelle relation. C'est beaucoup de choses en même temps, là. Là, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, mais quand même, au départ, là, comme tu disais tantôt, la communication, c'était plus qu'important, parce que sinon, je pense qu'on serait pas encore ensemble, ou, tu sais, la vie nous aurait donné d'autres choses. Moi, une couple de fois, j'ai dit, pars, là, c'est le temps, là, je veux dire, je te ferai pas vivre ça, puis lui, il a décidé de rester parce que pour lui, c'était important, puis il m'a toujours dit, Julie, c'est pas juste ses seins, là. Julie, c'est toute Julie devant moi que je vois, là, tu sais, mais je peux comprendre qu'il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres choix, là. Puis les personnes célibataires aussi, il y en a qui vivent cette épreuve-là, là, qui sont célibataires, là. Là, après ça, là, OK, tu l'as dit, Julie, t'es en rémission. OK. Ben là, tu l'as dit, Geneviève, c'est tough de rencontrer quelqu'un, peu importe notre vécu, même si on est en pleine forme. Les célibataires, ils vont dire, je trouverai plus jamais personne. Ben, qui va m'expliquer? J'ai une cicatrice. Comment je vais expliquer ça? Ne serait-ce que j'ai pris du poids à cause des traitements, je me sens pas bien dans mon corps et tout ça. Donc, vraiment, tu sais, il y a le volet physique, vraiment, qu'on a parlé, lubrification, les cicatrices, sortir justement de la pénétration, d'aller dans quelque chose de plus large. Mais le volet psychologique, vraiment, il est important parce que un sein, hein, le sein, c'est le symbole de la féminité. Dans les écrits, dans la littérature, féminin égale sein. Je dirais que ça fait un peu le même impact aussi au niveau du cancer du col de l'utérus, de ce que j'ai observé. Avoir une hystérectomie, là. Ben, c'est parce que même si ça se voit pas. C'est le lieu où les la enfants, la procréation. Exactement. Là, je vais rester avec le cancer du sein, mais perdre un sein, c'est comme si on perd un peu notre féminité ou un grand pourcentage de notre féminité. Donc, quand, dans le fond, la féminité est beaucoup plus large que ça, ça peut être plein d'autres choses que le sein, mais reste qu'il y a ça qui se passe. Puis il y a vraiment des constructions aussi socio-culturelles de la féminité idéale, comme être mince, être jeune, avoir une poitrine attrayante pour être sexuellement attirante. Il y a tout ça, là. C'est tough, là, qui rentre en ligne de compte, à plus de comment on se sent physiquement. On est malade quand on a des traitements. Fait que mis tout ça ensemble, ça a vraiment un gros impact sur l'image corporelle puis la confiance en soi. Puis c'est une des choses qu'on va le plus travailler en psychothérapie au niveau de, justement, déprogrammer ces croyances-là qu'on a. Hein. Puis de ce qui a été observé, c'est que la perturbation de l'image corporelle, vraiment, a été associée, dans le fond, à comment les patientes, avant d'être malades, investissaient leur image. C'est-à-dire quelqu'un qui était très, très, très... soit jugeante envers soi ou quelqu'un même qui investissait beaucoup son image corporelle, tu sais, se maquillait beaucoup, mettait beaucoup de temps dans se préparer, c'est sûr que l'épreuve du cancer, ça va être plus difficile, particulièrement l'épreuve du cancer du sein, que quelqu'un que son image corporelle n'était pas autant investie. C'était peut-être d'autres choses qui étaient investies. C'était-tu la valorisation dans sa carrière? C'était-tu la valorisation dans son rôle de mère? C'était-tu la valorisation dans tout ça? Dans moi, je suis drôle. Dans sa carrière, dans un niveau. Fait que c'est sûr que ça va être plus difficile. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup investi son image corporelle, s'il y a un diagnostic de cancer du sein, ça va être un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'on va faire, exemple, en psychothérapie, un plus grand travail au niveau des croyances qui sont reliées à l'image corporelle, justement. Fait que
il se passe beaucoup d'affaires. Ah, effectivement. Moi, je serais curieuse de te demander, Geneviève, les femmes qui ont cancer du sein, qui vont te consulter, ils vont pour majoritairement quel genre de sujet ou qu'est-ce que tu vois le plus souvent dans ton bureau là, face à ça? Mais c'est vraiment, tantôt j'ai parlé de lubrification. Il y a beaucoup de troubles de la douleur, gynéto-pelvien qu'on appelle. Donc, c'est vraiment les douleurs au niveau de la sexualité, de la dysorgasmie aussi, les troubles de l'orgasme. C'est peut-être parce que, tu sais, mon titre de sexologue fait ça, mais c'est sûr qu'on parle pas juste de ça. Ah, tiens donc, on en vient à l'image corporelle aussi. Il y a beaucoup, comme je disais, de culpabilité. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Ils vont consulter dans « je me sens coupable par rapport à mon conjoint ». Puis la majorité vont le dire, hein, mais je le sais qu'il me supporte, puis je le sens qu'il est là, mais... Toutes ces peurs-là sont quand même là, mais j'ai peur, je suis plus capable d'y donner qu'est-ce qu'il y avait. Trouble du désir aussi. Fait que je dirais les 3 troubles les plus présents, c'est vraiment trouble de l'orgasme, trouble de la douleur, puis trouble du désir. Okay. Parce que c'est sûr que quand on a eu peur de mourir, puis qu'on était à travers... On était sur le champ de bataille, là. Je veux dire, c'est pas... C'est pour ça qui nourrit le désir. Mais non. On s'entend, là. Bon, on est focusé sur autre chose, en fait. Exactement. Fait que je dirais que c'est ces 3 choses-là vraiment plus qu'on va voir. Mais ça déborde. On voit qu'après ça, tout ce qu'il y a en dessous. Mais ça, en fait, il y a le volet physique, puis il y a le volet émotionnel que tu vas vraiment toucher, finalement, dans tes consultations. Oui. Parce que le volet émotionnel, il y a le relationnel, l'affectif. C'est tellement... Mais c'est ça, la sexualité aussi. Tu sais, je reviens à la définition de l'OMS, mais la sexualité est multidimensionnelle. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension biologique, il y a une dimension affective. La sexualité, c'est tout ça, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on va devoir adresser toutes ces sphères-là. Là, je sais pas si on l'entend, il y a quelqu'un qui cogne. Oui, je sais. Moi, on espère que ça... Oui, j'espère que qu'on l'entendra pas. Mais non. Hein, ça fait partie. On s'adapte, on est résiliente, on continue quand même. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements, de doutes, de peurs, et puis on va les adresser, puis c'est important de les adresser, puis ils sont pas moins importantes que la douleur vaginale, sont pas moins importantes que, au contraire, sont souvent sous-jacentes à ça. Exactement. Ben, en fait, c'est un va amener une problématique à l'autre. En fait, des fois, c'est son compte à cause, son parallèle. En fait. Exactement. Puis ils se nourrissent l'un l'autre. Fait que si on en diminue si on diminue une préoccupation, que ce soit affective ou biologique, ça va avoir un impact sur l'autre. Donc, c'est ça. C'est un travail multidimensionnel là, qu'on fait. Puis on essaie de ne pas en laisser aller et de toutes les adresser. Bien, en fait, c'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, ça part des fois d'un problème type, mais quand tu es en consultation, c'est que tu dois, peut-être, c'est comme une fleur qui s'ouvre, là, tu dois en voir. C'est exactement ça. Tellement d'autres. Tu penses avoir une tige, puis là, tu te rends compte que... C'est une fleur à 28 tiges avec plein de marguerites. Tu sais, je t'aime pas, là. Oui, finalement. Plein de sujets. T'es vraiment une passionnée, Geneviève, de ton domaine. Dis-moi, est-ce que c'est le métier qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi le métier? Ou qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui a fait que t'es allée dans ce domaine-là? Moi, en fait, c'est une deuxième carrière. J'avais une autre carrière avant. J'étais comédienne et puis j'ai eu une expérience négative quand j'ai été enceinte de mon fils. J'ai perdu un gros contrat puis je me suis dit, voyons donc, mon événement le plus heureux. Oui, c'est ça. Mon événement le plus heureux va... Fait que c'est à partir de là que je me suis dit, ça fait pas de sens avec moi parce que je savais que je voulais un autre enfant puis tout ça. Fait que j'ai commencé à étudier en sexologie à ce moment-là. Mon fils avait 9 mois. Moi, j'ai fait mes 6 ans d'études avec mes 2. Tu sais, j'ai eu une fille aussi à travers de ça. Donc, j'ai été une maman étudiante. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais d'où, hein? Parce que tu as parlé de passion. Fait que ça en a pris de la passion. Mais je me suis rendu compte, dans le fond, que ce qui me manquait même dans mon métier d'avant, c'est vraiment sentir que je peux faire une différence. Je suis vraiment passionnée par aider, par accompagner. Je suis vraiment passionnée. Je suis très positive aussi. Je crois beaucoup, malgré toutes les horreurs qu'on peut voir, où je crois beaucoup à l'être humain. Puis je me sens vraiment, puis je suis même émue à vous le dire, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir d'être témoin
de l'intimité de tous mes clientes. Je me sens la confiance qu'on te témoigne, parce que c'est un gros morceau de s'ouvrir ce côté-là. C'est pas facile. C'est pas facile, je veux dire, à la base, en plus d'aller devant quelqu'un qui ne nous connaît pas, puis d'expliquer. Oui, puis ce que nous, on ressent par rapport à ça, c'est un don de soi, quelque part, de s'ouvrir à toi. Fait que c'est vrai. La thérapie, c'est dur. C'est dur de s'ouvrir, mais particulièrement par rapport à la sexualité et particulièrement quand on se sent vulnérable. Tu sais, comme exemple, justement, la clientèle au niveau des personnes, des survivants du cancer. Donc, je dirais que c'est moi qui l'ai choisi, ce métier-là. Je l'ai vraiment choisi, puis je l'ai travaillé. Ça m'a demandé des sacrifices. Par contre, il y a vraiment quelque chose, tu sais, au niveau de ma bienveillance, de mon empathie, je me le suis toujours fait dire que j'étais quelqu'un de très bienveillant, que j'avais cette facilité-là avec les gens. Puis c'est quelque chose qui me manquait dans mon ancien métier aussi, puis qui me rendait pas totalement heureuse. Fait que j'avoue que depuis que je suis sexologue et psychothérapeute, je me sens vraiment sur mon X, puis je me sens vraiment heureuse. Mais c'est de contribuer au bonheur des gens. C'est un peu ce que moi je dis aussi à travers mes consultations, c'est de savoir que l'infime petit côté positif que je peux amener dans le quotidien d'une femme, ben pour moi, c'est tellement ma paye. Oui. Fait que c'est un peu comme ça, tu dois te sentir de savoir que peut-être après quelques séances, la femme, elle se sent mieux, puis elle va dire à Geneviève, j'ai réussi à avoir une relation satisfaisante. Pour toi, c'est comme, c'est comme je l'ai eu, moi, cette relation-là. C'est pour vrai. C'est comme je l'ai vécu, mon Dieu. Ouais. Mais j'adore éprouver de la fierté. Et dans les suivis, ça prend pas une grosse affaire pour que je la ressente, cette fierté-là. Parce que déjà, juste d'aller dans un suivi, ça demande immensément de courage, immensément d'ouverture, immensément de respect envers soi aussi pour s'accorder cette chance-là d'aller mieux. Donc, cette fierté-là que je ressens envers mes clients, mes clientes, c'est vraiment, vraiment précieux. Fait que c'est gratifiant. Ça me nourrit. Oui, exactement. Exactement. Quelqu'un qui veut aller te consulter, en fait, je sais que tu as beaucoup d'attentes, t'es une super psychothérapeute et sexologue en demande, mais quelqu'un qui voudrait aller te consulter, ça marche, ça fonctionne comment? En fait, elle t'appelle, est-ce que tu fais une première rencontre Zoom ou tu dénotes un peu c'est quoi la problématique pour voir si... C'est une bonne question. En fait, comment ça se passe? Oui, j'ai les attentes, mais en même temps, c'est une clientèle qui me tient vraiment à cœur. C'est une thématique, les survivants du cancer, particulièrement le cancer du sein, où je m'y connais, mais j'aime beaucoup. Donc, oui, il y a de l'attente, mais c'est possible quand même de me consulter. Je vais juste le dire. Donc, oui, ou par courriel. La personne, ça fonctionne beaucoup par courriel. Elle peut m'envoyer un courriel. Oui, puis je dois le dire, là, elle répond très vite. Écoute, c'est des professionnels de la santé, des fois, c'est pas évident de rejoindre par vos horaires qui sont des fois surdimensionnés. Là. Mais je dois le dire, écoute, ça a été vraiment très rapide. Puis écoute, c'était un charme. Là. Même moi, j'étais surprise. J'étais comme, déjà? Écoute, je m'attendais à ce que ça soit plus long. Mais j'étais contente. J'étais contente de pouvoir redonner, justement, puis d'avoir l'occasion de faire mon travail aussi d'une autre façon. Mais donc, c'est ça, elle peut me contacter courriel ou par téléphone aussi. J'ai un site web aussi, j'ai côté sexologue.com. Et puis, elle peut aller voir mon site. Puis vraiment, sur le site, là, il y a tout plein d'informations. Donc, un premier contact. Après ça, on donne un premier rendez-vous là, selon l'attente. Puis, le premier rendez-vous peut se faire par Zoom ou en présence. Moi, je suis dans une SIC. Il y en a qui préfèrent que ça soit en présence. Mais ça peut se faire très bien par Zoom. Pour vrai, là, avec la pandémie, on a dû... Pas de différence pour toi, dans le fond. Honnêtement, il n'y a pas grand... Non, il n'y a pas grande différence. Puis, on fait, tu sais, il faut faire quand même une évaluation. Ça, d'habitude, c'est environ 2 rencontres où là, je vais vraiment aller prendre le pouls de l'histoire familiale. C'est parce que tout ça vient en jeu. L'histoire relationnelle. Il y a des anciennes blessures qu'on a vécues, qu'on pense que... Qu'on traîne, hein? Mais qu'on traîne. Fait que, tu sais, on évalue tout ça, la médication. Y a-tu des antécédents psychiatriques, médicaux? Donc, je fais vraiment une évaluation complète. Évidemment, c'est quoi le motif de consultation, pourquoi la personne, qu'est-ce qu'elle veut travailler, puis on construit les objectifs ensemble. C'est pas moi qui dis, bon, alors, voici le premier objectif, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On le construit ensemble et tout ça. Et puis, après ça, là, on peut rentrer vraiment dans le cœur du traitement, parce que je reviens avec ça, la psychothérapie, c'est un
traitement. Donc, là, on va venir plus dans les interventions plus ciblées, justement. Fait que ça ressemble Selon un peu à besoin. ça. Tu sais, le suivi, ça peut varier. Ça peut prendre quelques rencontres. Il y en a que c'est des suivis plus longs. Ça va aussi avec les sous. Veux pas. Oui. Ouais. Ben Je oui. change en pratique privée. Fait que ça coûte des Mais sous. on Il y a a des des assurances. assurances. Il y a des assurances, mais tu sais, fait que moi, là, je m'adapte à tout ça. Là. Il y en a des fois qui viennent me voir et qui disent, là, Geneviève, je peux juste te voir aux 2 semaines. Puis j'ai genre 10-12 rencontres. Bien, on va construire des objectifs qui sont réalistes avec 10-12 rencontres. Là. On va pas, on va pas mettre des objectifs que ça peut prendre 1 an avant d'atteindre, là, tu sais. Oui. Fait que, donc, c'est un peu comme ça Que tu fonctionnes. que je fonctionne exactement. Puis j'essaie toujours de référer. Si, mettons, j'ai pas de place ou si ça fonctionne pas, j'essaie de référer. Des fois, c'est difficile. Mais, tu sais, j'ai des collègues en qui j'ai totalement confiance que j'essaie de référer. On parlait des femmes avec le cancer du sein, Geneviève, mais j'imagine Ouais. que tu rencontres aussi des hommes dans ta pratique. Là. Les hommes vont le consulter. Ouais. Le ratio, y est-tu équivalent homme-femme ou Non, il est il différent? n'est pas équivalent, Non? mais j'ai aimé ça parce que quand on parlait, je m'étais jamais posé la question, fait que j'étais allée vérifier. J'ai comme OK. fait vraiment, là, j'étais allée voir tous mes clients. En fait, j'ai 3 fois plus de femmes Ah que oui, d'hommes, hein? ce qui n'est pas surprenant. La littérature scientifique le dit, les femmes ont davantage de facilité à aller faire le consulter, pas, ouais. à faire un pas, Demander de malheureusement, l'aide, demander ouais. de l'aide. C'est encore un peu tabou pour les hommes, quoique ceux qui le font, je vois, ils l'apprécient, ça leur fait du bien. Donc, s'il y a des hommes là, qui écoutent, je vous encourage vraiment, ça peut faire toute une différence. Donc, oui, à peu près 3 fois plus de femmes. Puis, je dirais que j'ai le double en individuel qu'en couple, parce que je fais quand même beaucoup de couples aussi. Mais ça ressemble à ça, à peu près, là, mes ratios. Puis une femme qui voudrait, mettons, une femme qui a un cancer du sein, qui hésite, là, à aller te consulter parce que, bon, elle est gênée ou quoi que ce soit, quel conseil tu pourrais lui donner, en fait? Bien, c'est sûr que, elle n'est pas obligé de venir me voir moi. Là. Il y en a plein d'autres. C'est important pour moi de le nommer, d'aller sur le site de l'OPSQ. Ça, c'est l'Ordre professionnel des sexologues On du le mettra en Québec. lien dans la bio. Oui, fait. au PSQ. On peut faire des recherches selon des thèmes. Fait qu'exemple, il pourrait y avoir, je pense pas que le thème cancérologie, mais il y a peut-être le thème, justement, difficulté, exemple, orgasmique. Ou, Okay. je pense que vous pouvez sélectionner comme ça. Fait que vous pouvez faire des recherches ou selon le lieu où vous êtes. Bref, au PSQ, ça vaut la peine de faire des recherches là-dessus. Mais je dirais que la première affaire, en parler, là, c'est déjà commencer à accepter ce qui se passe. De l'extérioriser, bien, c'est sûr que ça permet de mieux comprendre. Ça permet de mieux aussi de voir ce qui se passe en nous. Comme j'ai dit, on va beaucoup travailler au niveau de la normalisation, de la démystification des croyances, des mythes. C'est dur de le faire tout seul, ça. On peut lire des livres. Ça aide aussi, lire des livres. Peut-être si elles ne se sentent pas prêtes à aller demander de l'aide, mais de chercher de l'information. Je sais que la Société canadienne de cancer, là, ils ont quand même un super beau, La une belle Fondation brochure. du cancer du sein du Aussi, Québec aussi. oui. Ils ont une belle brochure sur cancer et sexualité. Donc, tu sais, c'est ça, là, au début. Mais dites-vous que d'en parler, c'est déjà Le faire premier un pas dans accepter ce qui se passe. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, je vais vraiment au rythme de la personne. Donc, ça se peut qu'on passe 3-4 rencontres à juste parler des traitements puis comment ils ont vécu ça avant qu'on aille dans la sexualité, là. C'est dur établir quand un même. lien aussi, hein? Ben exactement. C'est super L'alliance important parce que thérapeutique déjà est super là, importante, c'est ça. C'est super important. Puis aussi, tu as des capsules. Le vendredi, on peut t'écouter c'est à Rouge FM. À Rouge FM, oui, le vendredi matin. matin vers 6h39. Chaque vendredi, je fais une capsule sexo avec la gang du matin. Oui, j'aime beaucoup ça. C'est le fun parce que tu couvres at large un peu tous les sujets de la sexualité. Là, Comme en fait, je peux parler des fantasmes, comme cette semaine, j'ai parlé du comportement affirmatif. Justement, que d'ailleurs, ça pourrait être bon. Tantôt, quand je parlais de l'expression authentique de ses attentes relationnelles, sexuelles, bien, ça va avec le comportement affirmatif. Donc, oui, ça va vraiment. Là, je peux aller dans plein d'affaires qui touchent l'intimité, le couple, la communication, la sexualité, évidemment. Donc, on peut t'écouter le vendredi. On peut te rejoindre
par courriel. On peut Allez voir t'écrire, mon on peut site. ton site web. On va Ouais. toutes les mettre, tous les liens, on va les mettre dans notre bio, dans la bio, en fait, du podcast. Fait que les gens pourront te consulter, te contacter au besoin, en fait. C'est Avec super. plaisir. Écoute, moi, On pourrait continuer des heures. c'est le fun! Oui, c'est un On sujet. continue. On parle de sexualité, mais c'est vaste. Mais écoute, si on a d'autres sujets, écoute, on te demandera de plaisir. revenir nous voir si Avec tu plaisir. veux bien. On pourrait, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder, là, en fait. Tu nommais des fois tantôt là, au niveau du vagin. Tu sais, des fois, j'ai vu qu'il y avait des chirurgies même par rapport à ça. Là, qui est, La tu sais, il peut y avoir la vaginoplastie, ça, c'est plus au niveau esthétique, mais il y avait un terme Le qu'on divan, a au vu, niveau le du divan, laser. du qu'on laser. vu, Oui, là, on a vu, pour, c'est très... justement aider là, ce qu'on parlait tantôt. Oui, au par niveau de rapport- l'atrophie. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que ça c'est le fun C'est parce lent. que ça bouge et Il y a des ça va- solutions. Exactement. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est... Mais vraiment, là, tu sais, une solution que, comment dire, puis je sais que c'est difficile, là, je suis vraiment consciente, c'est vraiment au niveau de l'acceptation. Donc, accepter, faire les deuils, mais aussi voir ça comme un point tournant. Je reviens à ça, voir ça comme, OK, c'est un point tournant. Qu'est-ce qu'il y a de positif que je peux retirer de ça? Donc, déjà, juste de changer cette posture-là, que je suis consciente, c'est très difficile quand on est malade, quand on va pas bien, quand on a eu peur, quand on a encore peur. Parce que ça veut pas dire que... Ça part pas tout on de se fait suite, dire qu'on est Non, en c'est rémission, ça. qu'on n'a plus peur. Là. Je sais pas, Non, Julie. ben là, non, mais- Je pense que ça reste tout le temps. Il y Ça a reste l'histoire tout de la le temps. rémission. Il y a pour certaines l'hormonothérapie, tu sais, ça finit Ouais. pratiquement pas, là, je veux dire. Fait que, mais on vit avec, là, on apprend à vivre Exactement, avec ça. Ouais. exactement. Fait que de juste de commencer par cette étape-là, qui est quand même une grosse étape, ben déjà, ça peut faire une grande différence. Moi, je trouve ça vraiment important de dire, là, je veux reconnaître ce que vous faites, les filles, là, vraiment. Je trouve ça vraiment important, ce que vous faites. Puis, vraiment, merci. vraiment. Puis c'est beau. Puis, je te trouve bonne, Julie, de partager ton expérience comme ça. Pour vrai, c'est riche, ça. Puis, Geneviève, tout ton investissement, ton engagement. Non, je trouve important de le nommer. Ah, mais c'est Parce gentil. que Mais on est passionnés les deux. Ouais. C'est ça. Le but du podcast, c'est vraiment d'amener des sujets, des fois tabous. Puis c'est ça qu'on dit, on parle sans tabou Ouais. de tout ce qui touche le cancer du sein. Puis ça, c'en est un. Puis écoute, le plaisir a tellement été partagé de te à recevoir fait. sur le podcast. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Puis comme je dis, on pourrait tellement en parler longtemps. Mais c'est sûr que on va donner tes coordonnées. Puis ça va me faire tellement plaisir. Merci encore. Merci encore d'être à venue. vous. Puis bonne continuité dans Merci. tous tes projets, dans ta belle clinique. Ça fait pas longtemps, en fait, que tu Non, c'est ça. Moi, je t'ai laissé avant, hein. Fait que là, je vole. J'aime ça. Proposel. Je vole mes proposels. J'adore ça. Ah, mais je suis pas inquiète. Tu vas inonder ta clinique. T'es tellement sympathique. Merci beaucoup. Merci. Merci Ben, pour ton temps, Geneviève, c'est très apprécié. Ça fait Puis, plaisir. un prochain podcast. À bientôt. Bye bye. Bye.